Avec Gilles Trinière Résidence, vous êtes confortablement installé pour regarder Si on parlait. Bienvenue à tous, très heureuse de vous savoir avec nous autour de cette table pour vous abreuver de culture locale, pour découvrir tous ceux qui se bougent pour animer le territoire. Et il était temps que revienne l'une des plus grandes fêtes historiques et populaires du département, qui pourtant célèbre un brigand, mais pas n'importe lequel. Robin des Bois, isérois, mandrin, continue de transmettre son culot, son courage, sa détermination à rétablir la justice. Et alors que les vieux métiers s'expriment ici en toute modernité, notre herboriste revient avec 4 grains d'élébore, peut-être, pour purger les soucis de l'année avant les vacances. Le secret des plantes drainantes dont font partie l'élébore, cher à Jean de La Fontaine, dans Le Lièvre et la Tortue. C'est une plante de saison. C'est peut-être pas celle qu'on utiliserait. Ça y est, il y en a d'autres maintenant. Enfin, et on va tout savoir grâce à vous sur les ampoules, les insectes, les coups de soleil, voire les petits tracas du voyageur lointain. Stéphane Rossi, docteur en pharmacie et herboriste, merci d'être avec nous. Enchanté. Et le bandit au grand cœur aurait eu 300 ans. Louis Mandrin continue de fasciner les historiens, les Isérois. Et bien au-delà, le plus chéri des brigands inspire et anime le territoire 3 siècles plus tard. Ça se passe les 12 et 13 juillet à Saint-Étienne de Saint-Joire. On va festoyer grâce à vous tous, ici sur ce plateau qui organisait les fameuses mandrinades. Michel Véron, vous êtes le maire de Saint-Étienne de Saint-Joire depuis 2020. Bienvenue. Bonjour à tous, merci de votre invitation. Avec plaisir, c'est la première fois qu'on se voit ici sur ce plateau. C'est vrai, je suis jeune maire, pas par mon âge, mais je suis maire depuis 2020, mais je suis élu à la collectivité depuis 1988. Oui. Et je suis vice-président à notre collectivité de 50 communes, 55 000 habitants, en charge de vice-président, en charge des sports, de la vie associative et des équipements sportifs. Alors, vous en savez quelque chose sur ce qui est de la vie associative. L'association Mandrinade 2025 est avec nous, avec Sylvie Gros. On parle même plus de cheville ouvrière, on parle de mobiliser les acteurs, les actrices de cette belle fête. Bienvenue, Sylvie. Bonjour, merci de votre invitation. Avec plaisir, vous allez tout nous dire dans un instant. On va en savoir plus, bien sûr, sur Mandrin avec Yves de Chazourne. Yves de Chazourne, bienvenue. Bonjour. Vous étiez journaliste. Oui. Donc vous savez que parfois on savonne un petit peu les noms, pardon, bien sûr. Vous êtes écrivain, ça rime avec Mandrin plus que jamais pour vous. Vous êtes fasciné par ce personnage et vous avez rédigé cet ouvrage, l'épopée de Mandrin, le bandit bien-aimé. Un personnage qui ne cesse donc de vous inspirer au point de lui consacrer ce livre encore tout chaud. Et puis, Michel Demange, vous êtes ami d'ailleurs. Et oui, vous avez une histoire commune autour de Mandrin. Vous vous êtes conseiller de monsieur le maire en ce qui concerne le patrimoine de Saint-Étienne de Saint-Joire. On pense tous aux avions à Saint-Étienne de Saint-Joire. Désormais, avec l'aéroport Grenoble-Isère, Mandrin est né à Saint-Étienne de Saint-Joire. Oui, il a sans doute pris son envol vers Saint-Étienne de Saint-Joire, par là. C'est sûr, probablement. D'ailleurs, c'est une histoire très vieille, les Mandrins et Saint-Étienne de Saint-Joire. Alors, on apprend, et notamment dans cet ouvrage, donc publié chez Taute, je ne sais pas si... cet ouvrage que sa maison a été construite en 1515. Ça, c'est une autre date importante. Oui, bien sûr, oui. Et qui rejoint aussi une grande histoire iséroise, celle de, n'est-ce pas, Yves? Celle de Bayard, bien sûr. De Bayard. Bien sûr. Absolument. Alors, on est ici dans la période pré-révolutionnaire, on va dire. Un bandit, mais un meneur d'hommes. Dans le Dauphiné, tout le monde l'aime. Tout le monde, un héros local. C'est donc notre Robin des Bois, comme on dit, qui est mort. Vous dodelinez peut-être quand on parle de Robin des Bois. Je dodeline parce que c'est pas tout à fait Robin des Bois. D'abord, Robin des Bois n'a jamais existé. Donc, c'est une légende. Nous, c'est une vraie légende. Alors que Mandrin a existé. Son aventure ne dure qu'une année. C'est ça qui est extraordinaire avec ce personnage. 1754-1755, c'est tout. C'est ça, date de sa mort, 1755. C'est ça, 1755, c'est sa mort. À 30 ans. À 30 ans, mais c'est un personnage, moi, à mon avis, qui mérite vraiment une place dans l'histoire. C'est un rebelle,
On a considéré aussi qu'il était pré-révolutionnaire. Ça se passe une quarantaine d'années avant la Grande Révolution. Et c'est un personnage qui inspire effectivement par son audace, son humour, sa joie de vivre, etc. Mais c'est pas Robin des Bois, parce qu'il avait quand même du sang sur les mains. Très bien. Alors, on va en parler justement. Et pour d'abord vous intéresser aussi à ce personnage, eh bien, vous n'avez que quelques kilomètres à faire si vous nous voyez ici depuis Grenoble. C'est une fête de territoire comme probablement l'une des plus importantes. Vous attendez près de 40 000 personnes sur cette commune de Saint-Étienne-de-Saint-Joire. Beaucoup sont amenés à connaître l'histoire de Mandrin et l'histoire du patrimoine à travers cette fête qui se veut résolument populaire et festive, vraiment. Oui, absolument. Alors, je vais me permettre quand même de reprendre depuis le début votre excellente présentation de Mandrin. Le seul mot que je n'ai pas entendu, c'est contrebandier. Contrebandier, parce que... ça, évidemment. Tout à fait. Très important. Oui, très important. Mais regardez cette animation du territoire. Certains, tout le monde le connaît à Saint-Étienne-de-Saint-Joire, en fait. Ou est-ce qu'il faut encore entretenir les mémoires, attirer avec ces... On voit qu'il va y avoir des vieux métiers, il y a des pièces, il y a... c'est célébré à la fois d'une manière, on va dire, patrimoniale, historique, théâtrale également. Et festive. Et festive, oui, bien sûr. Effectivement, depuis 1933, en fait, à Saint-Étienne-de-Saint-Joire, si on remonte un tout petit peu l'historique, mais en plus rapidement, à Valence, là où Mandrin va être exécuté, donc en 1755, donc là on est en 1931, à Valence, pendant la Grande Braderie, ils vont prendre comme symbole de cette braderie Louis Mandrin. Donc une braderie, finalement. Voilà. Très bien. Avec Louis Mandrin, vous le disiez, il est né en 1725. Il est mort en 1755. C'était donc un contrebandier qui s'opposait aux fermiers généraux qui récoltaient l'argent pour le redistribuer aux pauvres. C'est pour ça qu'on l'associe souvent à Robin des Bois. Aux pauvres et pas seulement, à tout le monde. Non, je pense qu'il était généreux personnellement, mais il a quand même gagné beaucoup d'argent. Il en distribuait un petit peu à droite à gauche, mais c'était pas du tout son but de redistribuer aux pauvres. C'est ça aussi la différence avec Robin des Bois, enfin l'image qu'on a de Robin des Bois. Mais il a beaucoup d'autres valeurs, Mandrin. C'était un rebelle, un contrebandier. Tout le monde faisait de la contrebande à l'époque, vraiment. Mais lui, il a fait de la contrebande à grande échelle, avec quelquefois 100, 150, jusqu'à 200 compagnons qui investissaient les villes et qui faisaient de la vente forcée, de tabac surtout, et puis donc qui ramassaient énormément d'argent, mais en prenant des risques énormes. Comment est-ce qu'il en est arrivé là? D'où tout est parti? À 17 ans, Mandrin est chef de famille. 17 ans, chef de famille, avec 8 frères et sœurs, et une mère assez possessive et assez violente. Et il lui est arrivé, c'était l'aîné, il y avait des garçons et des filles évidemment. Et donc ce qui lui est arrivé, c'est une mésaventure, alors que ça aurait pu être l'occasion de sa vie d'enrichir sa famille. Et au contraire, il avait fait les 400 coups, donc il avait eu des problèmes de voisinage, il avait des querelles, il se battait beaucoup, et donc il y a des procès, il perdait beaucoup d'argent. Et d'un seul coup, il est amené à conduire 97 mules et mulets de la France à l'Italie, parce qu'il y avait la guerre à l'époque, et il y avait un contingent français dans le Piémont, et donc il était chargé de transporter du bois, de la farine, du blé, etc., du pain, sauf que la guerre s'est terminée au bout de 2 mois, et donc c'était une catastrophe, et les fermiers généraux qui étaient chargés de la gestion de l'armée française n'ont pas voulu payer les déboires, parce qu'il a perdu pratiquement toutes ses mules. Il est revenu avec quelques têtes. Oui, quelques têtes, et donc il en a voulu, mais vraiment toute sa vie aux fermiers généraux, et puis il avait d'autres raisons, mais comme beaucoup de Français d'en vouloir aux fermiers généraux. Et oui. Donc son histoire, c'est une histoire de vengeance. À l'époque, qu'est-ce qu'on avait? On avait la gabelle. Il y avait la gabelle, c'est le sel. L'impôt sur le sel, absolument. Qui était... Oui, c'était salé, oui, c'était salé, très impopulaire tout ça, très impopulaire. Il y avait énormément de taxes, d'impôts. Donc les impôts indirects, il y avait le sel et le tabac en particulier, mais il y avait aussi des étoffes précieuses qui venaient d'Inde, qu'on appelait les indiennes, et qui étaient interdites ou en tout cas très contrôlées sur le territoire français. Oui, mais il n'était pas que filou, il était violent. Il était violent, oui, il était violent. C'est-à-dire qu'il l'entreprenait par la force. Bien sûr, il forçait les ventes. Donc les fermiers généraux, par exemple, à un moment, il a vraiment vendu directement aux représentants des fermiers généraux. Il vendait plus sur les places de marché. C'est une trouvaille, ça, quand même. Donc il leur forçait un petit peu la main, quand même, oui, avec des menaces, mais des menaces qui ne mettaient jamais à exécution. On va brûler le bâtiment, on va vous tuer, Non, c'était vraiment des menaces. Mais on lui connaît un crime. Un crime, si je peux avoir 2 secondes de plus. Un crime, c'est qu'il voulait se venger de la personne qui avait
provoqué la mort de son frère Pierre, qui a été pendu à Grenoble, sur l'actuelle place Grenette. Et donc, à la fin de sa deuxième campagne, il en a eu 6 campagnes, à la fin de la deuxième campagne, tout seul, il va à Saint-Étienne-de-Saint-Joire, il trouve Sigismond Moret, qui était le gars qui avait condamné par la potence son frère. Et ce monsieur, un jeune type, près de l'église, promenait sa petite fille de 2 ans. Et donc, il lance des sommations. Il lui dit de laisser la petite fille hors de lui. Mais évidemment, l'autre s'en sert comme bouclier. Et il tue à la fois le père et la petite fille. C'est son crime, ça. C'est son unique vrai crime. Il a été condamné à mort. Il a été condamné à mort, mais pas pour ça. Non. Il a été condamné à mort parce qu'il y a eu une rixe mortelle peu de temps auparavant. Et donc, à ce moment-là, c'est un proscrit. Mais pourquoi l'aime-t-on autant ? Parce qu'il représentait un peu la défense des pauvres, de tous les gens qui étaient assujettis par le mépris et la violence des fermiers généraux. Et donc, c'était un peu le représentant du peuple. Mais il n'était que ça. C'est-à-dire qu'il ne rendait pas l'argent, encore une fois, au peuple. Mais il a eu la figure du grand rebelle qui parlait au nom du peuple, finalement. Mandrin aurait été une figure révolutionnaire, là. Alors, beaucoup de gens ont pensé qu'il était révolutionnaire. Moi, je pense qu'il était révolutionnaire sans le savoir. Il l'aurait été par la suite. Ah, alors si on l'avait... Effectivement, beaucoup de gens ont dit que s'il avait vécu 40 ans plus tard, il aurait probablement été révolutionnaire. Il est né trop tôt. Et vous disiez, Michel Demange, qu'il était contrebandier de tabac, notamment. À l'époque, on savait déjà, a priori, que le tabac n'était pas super bon pour la santé. C'est ça ? Alors, expliquez-moi. En fait, on pourrait tout simplement dire que le tabac, il arrive par les marins, par les premières grandes découvertes maritimes. Christophe Colomb, 1492, évidemment. Et donc, les marins sont les premiers à voir les autochtones de ces nouvelles contrées, voir consommer ce pétum, cette fumée qui s'élève, mais les autochtones sont plutôt dans un esprit spirituel qui les relie aux divinités. Donc le tabac revient, effectivement, mais effectivement, en 1622, déjà, 2 médecins, alors qu'on pratique encore les saignées, la médecine n'est pas encore ce qu'elle va être par la suite. Et on découvre que déjà, la consommation excessive du tabac nuit gravement à la santé. Ce n'est pas un slogan d'aujourd'hui. D'accord. Il n'y a pas que alors dans les années 70 que finalement tout ceci s'est révélé. Qu'en pense notre herboriste Oui, on sait que c'est une plante toxique directement telle qu'elle. La nicotine, c'est quelque chose qu'on va utiliser pour détruire des insectes. Ça détruit le vivant. Donc on a ces effets de la nicotine elle-même. Et en plus, dans toutes les plantes qui se fument, pas que le tabac, on a des goudrons, on a des fumées qui vont venir encrasser les poumons et faire dégénérer les cellules. Et donc c'était son principal sujet de contrebande. Le tabac, oui. Alors, tabac à fumer, tabac à priser. À chiquer, tabac à chiquer. Oui. Mais lui, il avait une pipe célèbre. Il avait souvent sa pipe. On l'appelait Belle Humeur, ce qui est un très, très beau surnom. Magnifique. Belle Humeur. Parce qu'il était bon vivant. Vous savez, il avait beaucoup de charisme. Il paraît qu'il était beau. Alors, il était considéré comme beau à l'époque, où il y a pas mal de descriptions. C'est très subjectif. Qui s'appelle La Belle Humeur. Un pub. Ah, un pub à Saint-Étienne-de-Saint-Joire, bien sûr. Le Belle Humeur. Il était blond et forcément, on entretient toujours sa légende. Je ne sais pas si on raconte la fin de l'histoire. On sait comment il est mort. Triste. On peut le dire oui, allez, bien sûr. On peut le dire quand même, parce qu'il y a une prescription de 300... Enfin, non, pas 300 ans, mais 270 ans. Oui, à 270. C'est ça, puisqu'il est mort à 30 ans. Il est mort à 30 ans. Il y avait 2 militaires français de renom, le colonel de la Morlière, qui était dauphinois, et puis un protestant d'Allemagne qui était aussi très réputé pour les guerres qui avaient précédé, et qui n'avait qu'une obsession, c'était de le prendre vivant en France, en métropole. Et ils ne sont pas arrivés. Donc à ce moment-là, il y a un complot. Et même le roi Louis XV, ça se passe à l'époque de Louis XV, tout ça. Le roi n'était même pas au courant. Il s'agit de 3 personnes, la Morlière, le gouverneur de Voiron, qui s'appelle l'Hospital, et puis un 3e personnage. Et il décide à ce moment-là d'aller le prendre en Savoie, qui était un pays indépendant. Il faisait partie du royaume de Piémont-Sardaigne, dont le roi, d'ailleurs, était l'oncle de Louis XV. Ça complique encore les choses. Et donc, ils vont à quelques kilomètres de la frontière entre la France et la Savoie de l'époque, et dans le château de Rochefort-en-Novalaise. Et au petit matin, ils s'en prennent à Mandrin et à son compagnon, qui avait à peine 19 ans, qu'on appelait, je ne sais pas pourquoi, Jambon. Voilà, Jambon. Donc il va d'ailleurs mourir 24 heures avant Jambon. Et donc on l'emmène
passé sa première nuit comme prisonnier à Voiron, et ensuite Saint-Marcellin, et ensuite il arrive à Valence, où là, il y a une commission qui est aux ordres des fermiers généraux. Ils avaient énormément de pouvoir, les fermiers généraux. C'est à peu près 100 000 personnes en France à l'époque. Et donc, il y a un procès expéditif, sans avocat évidemment, et il est condamné à mort au mois de mai. Il est amené sur la place des Clercs à Valence, qui est tout près de la cathédrale, où il fait amende honorable, il demande pardon, et tout près également du tribunal et de la prison. Et là, il monte à l'échafaud, et il s'excuse, il a une pancarte dans le dos, il a une torche à la main, une pancarte sur laquelle est écrit « chef des contrebandiers », etc. Et finalement, il est roué, c'est un supplice allemand qui vient d'Allemagne, et il parle une dernière fois aux jeunes, parce qu'on mettait toujours les enfants au premier rang, et là il dit « prenez exemple sur moi, jeunesse ». Mais on ne sait pas très bien comment comprendre cette phrase-là. Mais on sait que c'est ça. Oui, tout à fait. Et il y avait 10-15 000 personnes quand même pour assister en silence à son exécution. Et on le monte sur la roue, donc il est d'abord fracassé. Pas trop de détails, hein, parce que je pense qu'il y a des enfants qui ont vu, mais qui nous regardent nous aussi. Oui. Donc, On le monte sur la roue, et quand même il y a un privilège, c'est qu'on ne le laisse pas mourir, on le laisse pas souffrir trop longtemps. 8 minutes après, on l'étrangle, et il meurt comme ça. Ah, le bourreau a compris. Oui. En plus. Et justement, ce n'est pas fini. Ah, et oui, c'est pas fini, Voilà. puisque 300 ans après sa naissance, Mandrin Louis Mandrin est plus vivant que jamais, donc dans sa commune de naissance, à Saint-Étienne-de-Saint-Joire, où on entretient son souvenir. Alors, c'est quand même assez cocasse, finalement, monsieur le maire, de voir un hors-la-loi célébré par autant de personnalités publiques et politiques, notamment. On en est très fiers. Oui. On en est très fiers. C'est une très grosse organisation qu'en 2020, nous avons été obligés d'abandonner à cause de la pandémie. Oui. Donc, ça se passe tous les 5 ans. Et aujourd'hui, malheureusement, ça sera 10 ans après qu'on organise ces mandrinades. Donc, vous devez bien penser, c'est une grosse machine. On se compte sur tous les bénévoles. On a créé une association qui a la secrétaire qui est derrière moi, Sylvie Gros, pour gérer tout ce qui est dons de mécènes, de partenariats, puisque nous, collectivités, nous ne pouvons pas toucher des droits de mécènes. Donc, entre l'association, les associations locales, c'est à peu près 500 personnes bénévoles qui vont œuvrer et qui œuvrent depuis plusieurs mois sur ce beau projet qui sont les mandrinades sur 2 jours, le 12 et le 13 juillet. Oui, alors nous avons vu l'ancien maire de Saint-Étienne-de-Saint-Joire, l'actuel ministre de la Santé, Yannick Deder, avec ses costumes. C'est vous qui allez les porter ou... C'est pas les mêmes parce que j'ai pas la même taille. Ça, c'est pas... Voilà, mais le même costume. Le costume est prêt. Voilà. Tout à fait. Je ne sais pas si on peut revoir ces images justement. Tout le monde est en tenue, on l'assume et on connaît les chansons. Oui, également, la complainte de Mandrin est très, très renommée et très valorisée. Voilà. Alors, on joue du corps de chasse. C'est toujours le principe. L'inauguration va être respectée aussi. On célèbre, on se projette véritablement dans ce XVIIIe siècle et on connaît donc ces chansons. Voilà, là on entend la chanson. Monsieur le ministre actuel, qui était maire de Saint-Étienne-de-Saint-Joire. Très impliqué également dans impliqué, Yannick. Dans cette fête. Donc tout le monde connaît, les enfants notamment, ces chansons. Ça s'apprend, effectivement. Et puis j'ai été surpris aussi, parce que je ne suis pas originaire de Saint-Étienne-de-Saint-Joire, mais je suis arrivé il y a 30 ans, de voir des gens aussi qui sont maintenant stéphanois chez nous, mandrinologues également, mais qui, venant de Normandie, de Vendée, de différents endroits donc, de la France, ont appris la chanson, la complainte de Mandrin. Donc ça, c'est réjouissant. Et donc aussi, donc, cette mandrinade, toute cette fête que Michel Véraud, notre maire, donc, vient d'expliquer, au-dessus, c'est le titre, c'est toujours ce Louis Mandrin, ce personnage vraiment atypique. Pas un bandit, un contrebandier, j'insiste. Ouais. Oui, il y a bandit dans contrebandier, hein, mais en tout cas, qui est le plus fédérateur des bandits, oui, alors. Absolument. C'est ça. Nous avons eu la chance, il y a 3 semaines, d'inaugurer les 300 km par Isère-Cheval, financés par le département, sur notre commune, pour lancer ces 300, à l'occasion des 300 ans de Mandrin, les 300 km qui vont partir de Savoie dans la Drôme. Voilà. 1 kilomètre par année depuis sa naissance. Et donc, Sylvie Gros, vous qui organisez avec beaucoup de patience et beaucoup de courage aussi cette manifestation vraiment d'envergure, c'est fédérateur en ce sens qu'on
on valorise aussi le patrimoine à toutes les échelles, que ce soit les enfants, que ce soit les adultes, les vieux métiers, les décors, les costumes. On prépare cette fête aussi en hommage à ce patrimoine finalement. Comment est-ce que c'est pensé tout ça? Alors, comment est-ce que c'est pensé? Écoutez, je crois qu'on a déjà un petit peu l'habitude. On retire tout ça de notre expérience passée. Et puis, les bénévoles sont là. Et nous, alors, on est un petit peu chef d'orchestre. Et comment dire, à nous de diriger un petit peu les gens vers ce qu'ils préfèrent. Est-ce qu'ils veulent s'investir vers les costumes, sur le défilé ou sur plein d'autres animations qui vont avoir lieu sur ces 2 jours. Donc tout le monde s'y met, peu importe qu'on fasse nécessairement partie d'une association ou qu'on soit forcément du métier. Là, par exemple, c'est vraiment les vieux métiers du bois. Vieux métiers. Ici, on reconstitue... On a la chance d'avoir une association qui a un patrimoine exemplaire, c'est les Georges Antonin, qui ont leur siège sur Saint-Étienne-de-Saint-Joire. Ce sont eux, là. Et qui font vraiment le type de... Ils sont après faire un moulin à eau, je crois qu'on ne va pas dévoiler ce qu'ils vont présenter pour les mandrinades, mais c'est vraiment un partenaire et une association qui vraiment œuvre beaucoup pour le patrimoine et qui l'exporte aussi beaucoup dans les villes. Ils sont demandés très loin maintenant pour faire voir le fonctionnement de création de sabots et tout ce qu'on parle, des vieilles échelles, et j'en passe. Mais ça, c'est un décor, c'est pas une reconstitution, si, c'est une reconstitution, une représentation. Absolument. Pour le décor de l'exposition, à cette occasion-là. D'ailleurs, pour l'exposition, effectivement, donc parallèlement avec Yves de Chazon qui a écrit son livre, donc nous, la commune et l'organisation des mandrinades, on a monté à la médiathèque donc une exposition entrée gratuite, évidemment, qui retrace un petit peu toutes les grandes lignes de notre héros Louis Mandrin. National et international. Exposition qui dure jusqu'à fin septembre. On la verra tout à l'heure, cette exposition. Pour l'instant, je voudrais aussi qu'on voit les costumes, puisqu'il faut habiller tout le monde pour les défilés. C'est ça? Ça, c'est un moment fort, justement, Sylvie? Oui, notamment les costumes. Je crois que ça fait déjà de nombreux mois que notre douzaine de couturières œuvrent pour réaliser ces beaux costumes. Alors que ça soit c'est pas les plus faciles à c'est faire, pas les plus faciles. Alors ça peut représenter les costumes de la noblesse, mais également la paysannerie, puisque majoritairement c'était le peuple. C'est le peuple qui est représenté au niveau des mandrinades. Voilà. Donc, vous avez des costumes divers et variés. Des femmes, des hommes, donc je crois que c'est un les pantalon. Enfants, le pantalon sous le genou, la chemise large avec la ceinture, et puis après le chapeau paysan ou le tricorne. Et vraiment... et la femme la femme, alors la jupe paysanne, la petite bonnette, le corset, souvent corset noir. Puis après, écoutez, vous avez les belles robes qui font rêver toutes ces dames, bien évidemment. Oui, c'est plus qu'un carnaval. Alors là, on se régale. Et puis, beaucoup d'accessoires. Et il y a quand même un vrai souci de conservation aussi depuis plusieurs années à Saint-Étienne-de-Saint-Joire. Là, on voit vraiment le fameux chapeau, le tricorne. C'est ça? C'est un tricorne. Absolument, oui. Comporté à quel titre? Je pense parce qu'à l'époque, on avait un chapeau. Un peu comme la casquette aujourd'hui. Voilà, on se chapeautait, les dames, les messieurs, alors que ça soit le tricorne ou je vous dis le chapeau paysan ou la petite bonnette pour les dames. Et ces tissus, ils ne sont pas d'époque? Non, non, c'est une reconstitution. On a beaucoup de visuels de cette époque, justement, pour pouvoir reproduire ces costumes, ces accessoires à l'identique. Déjà, il y a des livres, effectivement, qui ont été pris au début du 19e siècle, qui retracent sous forme de gravure les costumes, donc dauphinois d'ailleurs, le Grésivaudan, etc., donc qui nous permettent de s'approcher le plus près possible de la vérité. Mais on peut apprendre à coudre ça à l'occasion des mandrinades parce que ça paraît passionnant. C'est des bénévoles qui ont le don de la couture et qui sont venus spontanément se greffer autour de la première, de la deuxième. Elles sont une 12, 13, 14, ça dépend des jours. Et bénévolement, elles passent des après-midi à faire des costumes. 3 jours par semaine, exactement. 3 jours par semaine. On n'est pas nécessairement adhérent à l'association, parce qu'il y a une centaine d'adhérents. Pas du tout. Une centaine d'adhérents quand même aux mandrinades, l'association Mandrinade 2025. Alors, l'association Mandrinade comporte 4 personnes, la présidente, vice-président, trésorier, secrétaire. Et après, les bénévoles se présentent spontanément, suivant leur souhait de participer, que ce soit au niveau de la réalisation des chars, des costumes, la restauration buvette, bien sûr, parce qu'on n'en a pas parlé. Mais il va falloir restaurer
tout ce monde sur 2 jours. Et ce sont les associations locales qui s'en chargent. Et on a beaucoup de chance parce que c'est un travail énorme. Oui, avec notamment ce fameux défilé. Il aura bien lieu, ce défilé, dans les rues? Alors, défilé point fort avec le spectacle pyrotechnique, bien évidemment, du dimanche soir. Mais le défilé, un temps fort sur le samedi et le dimanche à partir de 17h. Au bas mot, 850 personnes. 2 troupes de cavaliers, 14 chars et une dizaine de groupes à pied. Voilà. Alors, les troupes de cavaliers, puisqu'il faut retracer l'attaque d'un dépôt de tabac à cheval. Rien de plus facile. Et donc, on s'entraîne sur ces chevaux pour ce spectacle. On peut parler de spectacle équestre. Oui. Absolument. Il y aura campement militaire et show équestre. Et c'est pas trop dangereux s'ils sont expérimentés, justement, ces cavaliers, parce qu'ils sont très jeunes aussi pour certains. Tout à fait. On a 2 troupes, c'est les cavaliers de l'histoire et les cavaliers de... Histoire et légende et galop d'histoire. Voilà. D'accord. Donc c'est des professionnels. Enfin non, galop d'histoire c'est plutôt des amateurs mais qui s'entraînent beaucoup. Et les autres c'est des vrais professionnels, quoi. Et ils s'entraînent notamment, il faut entraîner les chevaux. Oui. À ce en ce type moment. Oui, c'est ça, avec des pétards. Tous les dimanches matins avec des tirs à blanc, on appelle ça. Ah, des tirs à blanc, pardon. Avec l'autorisation de la gendarmerie. D'accord. Entre autres animations, il y aura également des rapaces. Oui. Alors, des rapaces. Aussi, la fauconnerie. Plein d'animations diverses et variées sur les 2 jours. Alors, ça ira de l'exposition qui est prise en charge par notre ami Michel Demange. La voilà, l'exposition. Voilà, c'est ça. Le marché artisanal, le village des Antonins, le village des Loupiaux. C'est ça, ce sont les fameux sabots. Hein. Absolument. On en parlait. Donc, pour tout savoir sur Mandrin et notamment savoir comment... pointer l'épée, c'est ça, lorsqu'on est à cheval. Vous pourrez venir vous entraîner. Il y aura des... Oui, tout à fait. Une compagnie... Pas avec des épées. Voilà. Non. En bois. Des épées en bois. D'accord. Pour être initié à l'escrime. Très bien. Et le fameux chœur de l'église qui ouvre cette exposition et qui est reproduit par justement ces fameux artisans avec du bois et un vitrail. C'est ça. Ça, c'est vraiment à voir. Elle est jusqu'à... Donc, jusqu'à la journée du patrimoine, le 20 septembre de cette année, où il y aura une 3e causerie avec Madame Corinne Tonnelet, donc, qui était une ancienne archiviste du département de la Savoie également. J'imagine que quand on voue une partie de sa vie à Mandrin, parce qu'il y a quand même énormément de recherches aussi, c'est ancien, il faut aussi des documents, c'est assez peu tangible finalement pour la plupart des Isérois aujourd'hui qui connaissent, alors il y a des bières qui s'appellent Mandrin, je crois, où finalement ce sont des notions qui datent, et c'est vraiment un investissement pour vous, c'est vraiment une partie de votre vie. Oui, moi, je pourrais rajouter aussi, effectivement, déjà c'est ça, mais saluer aussi ceux qui nous ont précédés dans le village. Donc ces gens qui étaient mandrinologues, donc on a un fonds de livres qu'on a pu consulter, qui était en stock, rangé à la mairie. Donc c'était monsieur Albert Blin, qui était bouquiniste sur les quais de Seine à Paris, qui a voué sa vie à la recherche de documents sur Louis Mandrin. Il avait la particularité de relier ses livres d'une couverture rouge avec une empreinte d'imprimerie, l'effigie de Mandrin endorée sur ce leurre. Donc ensuite, tous les gens, comme l'a dit Sylvie Gros, qui au cours des dernières mandrinades se sont investis, permettent effectivement l'entretien de cette mémoire. Et cette année, encore plus que les autres années, en fait, la chose nouvelle aussi, c'est la communication. On est passé dans une ère, la preuve, c'est que vous avez eu la gentillesse de nous inviter et effectivement de faire connaître notre personnage. Mais bien sûr, mais vous vous rendez compte de la richesse aussi de ces histoires-là. On a vraiment de la chance aussi sur ce territoire entre Bayard, Mandrin. Vraiment, ces légendes véritables, ces faits historiques. J'imagine que... Est-ce qu'on en fait assez pour le faire savoir? Alors avec cette fête, avec les mandrinades, on est là pour ça aussi, pour vous dire allez-y et allez passer vraiment des beaux moments de découverte qui vont vous ouvrir justement vers ce pan de l'histoire. Mais c'est passionnant. Est-ce qu'on en fait assez, justement? Non. Ici, on en fait largement assez. Mais ce qui est très dommage, c'est que ça ne dépasse pratiquement pas les frontières du Dauphiné. Et moi, j'aimerais vraiment que Mandrin intéresse les Parisiens et notamment les jeunes, parce que franchement, je pense qu'ils méritent une place dans l'histoire de France, l'histoire de la France de Louis XV. Alors, on va les intéresser, les Parisiens. Si Mandrin avait vécu à notre siècle, qu'est-ce qu'il ferait alors? C'est une question il serait rebelle et il a un sens de la justice très personnel quand même, mais un vrai sens de la justice. Alors, c'est sa justice à lui. Et donc, il serait probablement... un rebelle, un contestataire, un révolutionnaire, peut-être, je sais pas, à gauche ou à droite, peu importe. Sans doute aussi fédérateur, comme il a pu l'être aussi. Fédérateur. Alors la France a beaucoup changé. Voilà. C'était à peu près 90% de la population qui était paysanne. Mais
Alors, est-ce qu'il gagnerait autant d'argent? Je ne pense pas quand même. Mais c'était un filou quand même en même temps. Mais il avait tellement de qualités d'ordre militaire. C'était un stratège extraordinaire. Il aurait voulu rentrer dans l'armée. Il a toujours respecté le roi, Louis XV, toujours. Et puis à un moment, il se bat contre l'armée royale et il le fait un peu contre son gré. Donc ça serait probablement, oui, un contestataire, un gilet jaune. Mais enfin, le fisc d'aujourd'hui n'est pas du tout... C'est pas la même chose que les fermiers généraux quand même. 3 siècles après, 2 siècles et demi après, ouais. Tout de même. Si, 3 siècles bientôt, oui, puisqu'on rappelle qu'il n'est mort qu'à 30 ans. Eh bien, à chacun aussi de finalement s'approprier cette histoire et de s'imaginer ce qu'il pourrait être, peut-être un tome 2 ou un tome 3. Voilà. Merci beaucoup à vous encore. Et donc, les Mandrinades, on le rappelle, les 12 et 13 juillet à Saint-Étienne de Saint-Joire. Et bien, tout de suite, un vieux métier encore. Allez, notre herboriste avec les plantes de l'été, tout de suite. Les plantes de l'été, moi j'en ai une. Celle-ci, c'est ma préférée. Vous la reconnaissez? Regardez, ça se sent. Allez, c'est le tilleul. Alors, est-ce que c'est une plante de l'été? On pense plutôt à la plante de l'hiver avec les pantoufles au coin du feu pour apaiser, mais c'est l'odeur de l'été, en tout cas pour moi. Est-ce que c'est vraiment une des plantes reines de l'été, Stéphane? Je pense qu'on peut la mettre dans les plantes reines parce qu'elle nous accompagne, on la sent. C'est une des plantes qu'on a encore en ville. Hein. On traverse Grenoble sous des tilleuls et on ne peut pas les ignorer parce que leur odeur, qu'on veuille ou non, pénètre nos narines. Alors, pas de contrebande pour cette plante. Regardez, déjà, ça sent terriblement bon, ça parfume l'été. Alors, elle apaise, hein, le tilleul apaise. Oui, tilleul apaise, c'est vraiment une plante relaxante pour la fleur, mais c'est aussi une plante dépurative, une plante drainante, puisqu'on utilise aussi l'aubier du tilleul, c'est-à-dire l'écorce externe du bois. Ah oui, c'est vrai que ça fonctionne, et en tisane notamment. Alors Stéphane, il y a du travail quand on est herboriste avant l'été, on se dit que finalement on retrouve la forme, il y a du soleil, on est en pleine forme, mais on est plein de petits mots toujours en été. Et on rappelle qu'un herboriste prévient, assure une certaine forme de bien-être qui ne remplace pas la pharmacie ni le médecin. Effectivement, ça va être de l'accompagnement, du complément, tout faire en sorte pour qu'on soit en bonne santé. Exactement. Alors, qu'est-ce qui se passe en été, par exemple? Bon, ici, ça va à peu près, la température est clémente sur ce plateau, mais certains ont les jambes lourdes. Oui, je crois que ça, c'est la grosse demande quand arrive l'été. Alors, ah oui, vraiment Oui. C'est vraiment cet inconfort au niveau circulatoire qui est accentué par les chaleurs, par la lourdeur aussi qu'il peut y avoir. Alors, qu'est-ce qu'on fait quand on a les jambes lourdes? Qu'est-ce qu'il vaut mieux On a plein de solutions, en fait, des plantes qui vont renforcer les vaisseaux. Alors, c'est tout des plantes qui aussi ont un effet fluidifiant sur le sang. Donc, la précaution, puisque des fois, on ne veut pas avoir un sang trop fluide pour ne pas créer des hémorragies, notamment si on a aussi des médicaments qui ont ce but de fluidifier le sang. Alors, qu'est-ce qui fluidifie? On a l'acide acétylsalicylique. Exactement. C'est ça. Extrait donc, dans la Reine des Prés. Voilà. Ma préférée. Le fil conducteur. Oui, Tout à fait. Le fameux aspirine issu de cette fleur tellement jolie et délicieuse savoureuse. Et notamment très très bonne en ganache montée. Ça, c'est mon conseil. Alors, pas mon conseil bien-être. Mais ça en fait partie. Conseil. Exactement. Voilà, la Reine des Prés s'infuse particulièrement bien et on la trouve un petit peu partout. Elle est très reconnaissable, très facilement reconnaissable. Plante très agréable, très parfumée. Les plantes pour la circulation sont des plantes qui ont beaucoup moins d'odeur, beaucoup moins de saveur. Ça va être la vigne rouge, le noisetier, la mamélis, le marronnier d'Inde, le petit houx. On en a beaucoup. Ça peut être des plantes aussi un petit peu plus agréables à mon sens, mais qui sont moins utilisées traditionnellement, mais la feuille de cassis, la feuille de myrtillier, ça c'est très agréable, notamment en version glacée. La feuille n'est pas nécessairement la baie, alors? La baie va avoir certains actifs qu'on retrouve en partie dans la feuille. Et l'intérêt de la feuille, c'est qu'elle va avoir aussi beaucoup de tanins. Elle va avoir beaucoup de substances qui sont très intéressantes, un goût agréable et surtout, il passe dans l'eau. C'est-à-dire que la baie, elle, on ne pourra pas avoir ses vertus en la faisant infuser. Il faudrait la manger et pas en tarte. D'accord. Bon, mince. Bon. Et contre justement cette sensation ce n'est pas qu'une sensation d'ailleurs, c'est un véritable symptôme de jambes lourdes. En tisane, toutes ces plantes, on peut une tisane ou deux
par jour permet de prévenir? Généralement, on va faire dans son litre d'eau ou son demi-litre, ce qui permet aussi de bien hydrater. Et on va associer au choix 2 ou 3 plantes. Ça peut être dans les plantes savoureuses les feuilles de cassis. Ça peut être l'hibiscus aussi, donc là une plante plus africaine, mais qui a l'intérêt d'avoir une saveur acidulée qui se marie bien, qui est très bonne en thé glacé, qui est drainante, en plus de protéger des méfaits du soleil et de l'oxydation. Donc on peut les chauffer, les faire infuser et la consommer froide. Oui, tout à fait. Il vaudrait mieux la préparer à chaud et la laisser refroidir parce que la chaleur va permettre d'extraire certains actifs qui ne passeraient pas à froid. Très bien. On a les randos également, des Grenoblois. Je ne sais pas si vous faites partie des randonneurs les plus assidus, mais les randos sont les petits mots de la montagne avec des ampoules, avec des entorses. Qu'est-ce qu'on peut faire en cas d'ampoule et en cas d'entorse? Pour les ampoules, on va pouvoir avoir son macérat de millepertuis, donc qu'on aura cueilli en ce moment autour de la Saint-Jean, une des herbes qu'on appelle herbe de la Saint-Jean, facile à reconnaître. À poser en décoction sur le... Alors, il va falloir s'y prendre un petit peu plus tôt dans l'année, enfin, le faire cette année pour plus tard dans l'année. On le fait macérer dans de l'huile d'olive au soleil pendant quelques jours et les extraits lipidiques, donc par le corps gras qu'est l'huile d'olive, vont être très rouges. On va obtenir une huile toute rouge et qui va être vertueuse pour lutter contre les brûlures. Ça peut être les coups de soleil, ça peut être réparateur pour la peau, mais on ne doit pas s'exposer au soleil quand on utilise le millepertuis. Ah, d'accord. Voilà. Donc c'est pour après, pour réparer. Pour réparer. D'accord. Avant le coup de soleil, qu'est-ce qu'on peut faire pour se protéger du soleil? Naturellement, peu de choses. On va dans l'alimentation bénéficier de tous les avantages des baies et des fruits colorés pour les bêta-carotènes, pour lutter contre les oxydations, mais pour prévenir la brûlure, là, on ne peut pas. Donc, il va falloir filtres minéraux si on veut rester naturel. D'accord. Et puis, on a également les piqûres, les piqûres d'insectes. Et une fois qu'on s'est protégé contre le soleil, on essaye de se protéger également contre les moustiques et le moustique tigre, qui est présent bien sûr dans notre département. Les remèdes naturels, est-ce qu'il y a des tisanes à boire pour générer une odeur que ces moustiques n'aiment pas? Pas tellement sous forme tisane. Non. Alors, dans certains pays, on utilise l'huile essentielle de géranium sous forme de bonbons, d'ailleurs, qui va être excrétée par la sueur. Nous, généralement, dans nos contrées, on a plutôt l'habitude de l'appliquer, dilué dans un petit peu de lait corporel ou un corps gras. Le géranium, la citronnelle, la verveine exotique, ça, c'est des huiles qui sont répulsifs. Modéré. Donc attention, ça va pour chez nous, mais si on part à l'étranger et qu'il faut faire très attention aux piqûres de moustiques, vecteurs de beaucoup de maladies, on passera sur des solutions plus fortes. Bien sûr. Et pour les orties, c'est bon. Il faut se faire piquer par les orties. C'est bon pour la circulation, on m'a toujours dit. C'était même un remède. Non, si, c'était un remède de ce... Voilà, c'est un remède de grand-mère. On parlait des Antonins. L'ortie faisait partie de la pharmacopée antonine, justement par théorie des contraires, où quand on avait le mal des ardents, mais sous la forme du feu de glace, qui faisait des nécroses, qui faisait du froid au bout des organes, on fouettait, on appliquait des choses qui brûlaient, qui chauffaient. Les guêpes également sont un petit peu agressives, paraît-il, cette année. Elles sont très présentes et lorsqu'on se fait piquer, alors bien sûr, pourvu si on est allergique, chacun connaît aussi les démarches. En revanche, est-ce qu'on peut également avoir des remèdes qui peuvent apaiser ce type de... Oui, si on est dans la nature, on n'a sans doute pas trop loin du plantain. Il faut savoir le reconnaître, c'est facile. Les feuilles de plantain, on les frotte sur une piqûre et tout de suite, ça calme. On peut avoir aussi sa petite bouteille d'huile essentielle de lavande aspic, qui est une huile qui est très bénéfique contre les piqûres. Très bien. Pour apaiser, en revanche, pour les allergies, c'est nécessairement médicamenteux, bien sûr. Tout à fait. Alors, on a aussi un petit remède pour finir sur la tourista, disons-le. Hein, on sera pas... oui, on n'est jamais à l'abri. Oui, voilà, je vous dresse un portrait de l'été qui n'est pas réjouissant, mais avec les plantes, ça en fait partie. On peut lutter contre tout ça. Contre la tourista, ça va être des plantes très désinfectantes. Donc généralement plutôt sous forme de capsules d'huile essentielle parce qu'elles sont aussi très irritantes. Donc pas l'huile essentielle pure à avaler, toujours chez l'adulte et en bonne santé, sans allergie, etc. C'est l'origan, notre chef de file. L'huile essentielle d'origan, souvent
utilisé avec de l'huile essentielle de citron, qui est un autre désinfectant, et qui va permettre de contrebalancer un petit peu l'effet néfaste de l'origan sur le foie. Très bien. Et toujours aussi la précaution, pas d'huile essentielle, pas ou peu, choisir les huiles essentielles, notamment lorsqu'on est une femme enceinte. Oui, contre-indication formelle pendant la grossesse. Tout à fait. Allez, puis quelques brins de romarin, des petites tranches de citron, du concombre dans les eaux pour se rafraîchir et rendre l'hydratation plus agréable. Ça, c'est un remède tout à fait naturel. On rappelle que votre herboristerie se situe Courberia. Ça s'appelle Autant des Fées, hein, les fameuses petites fées, les plantes, et qui font de l'effet. Donc toujours à consommer avec un conseil, le conseil de notre docteur en pharmacie, bien sûr. Tout ceci ne s'improvise pas et on peut trouver les plantes ici chez vous, ainsi que vos conseils. Voilà, on a fait le tour de l'été. Merci beaucoup aussi pour à la fois la santé, le bien-être et le plaisir. Rendez-vous aux Mandrinades, on s'y retrouve avec plaisir, oui. Les 12 et 13 juillet, c'est ça, à Saint-Étienne-de-Saint-Joire. On ira faire la fête et... voilà, plonger dans cette cérémonie culturelle, cette ode à notre patrimoine. Grâce à vous, merci encore, messieurs. Merci encore, Sylvie Gros. Avec grand plaisir. Très, très bonne fête et très bel été à vous. Beaucoup. À très vite. Merci. Vous avez profité de Si on parlait avec Gilles Trigna Résidence.